Bonsoir, alors, je m'appelle Yannick et je vais vous parler des dépendances avec NPM. Je vais Beaucoup plus fort. plus fort. Bon, je vais parler plus fort alors. N'hésitez pas à crier au fond si jamais je baisse trop la voix au cours de la présentation. Voilà. Alors, vous avez déjà sûrement utilisé NPM et installé des dépendances avec. J'espère que c'est le cas si vous êtes ici ce soir. Je vais passer vite fait sur les premiers types de dépendances. C'est des dépendances classiques qui sont les modules externes que vous allez utiliser au sein de votre application. C'est tout ce dont elle va dépendre pour pouvoir fonctionner normalement en production. Donc ils sont déployés avec et votre code que vous avez écrit vous-même et avec tous les autres modules tiers de votre application. Donc c'est les modules que vous allez utiliser en production sur votre site, donc c'est des modules très critiques. Il faut absolument que ce soit bien testé, que vous ayez confiance dans leur créateur, que vous gérez bien les versions que vous récupérez aussi. Ça peut vite poser problème si jamais vous ne gérez pas bien vos dépendances à ce niveau-là. Donc ça se présente comme ça dans le fichier package.json, c'est juste une liste des dépendances que vous avez besoin et leur version. Plus ou moins précis suivant vos besoins. Ça, j'en parlerai un peu plus tard. Il y a aussi les dev dependencies, donc tout ce qui est les dépendances de développement. Donc ça va être vos task runner, vos tests, vos outils de débugage. C'est tout ce que vous allez utiliser comme outil pour pouvoir développer votre application. Et forcément, tout ça, c'est pas déployé en production, normalement. C'est pas toujours le cas. Donc là, c'est un peu moins critique, si vous ne gérez pas ces dépenses-là nickel, ça va vous perturber dans votre développement, mais ça va pas mettre en danger votre application en production. Donc ça se gère exactement pareil que les dépendances classiques. Là, je pense que c'est un peu chiant parce que tout le monde connaît déjà ça, j'espère. Je vais rentrer dans des trucs un peu plus obscurs, enfin beaucoup moins utilisés. Et les optional dependencies, alors là, ce sont des dépendances optionnelles. Que vous n'avez pas forcément besoin de votre application. C'est-à-dire que votre application peut fonctionner sans ces dépendances-là. Donc elles peuvent être, par exemple, pas disponibles sur des plateformes où votre application va être installée. Par exemple, il y a des modules qui ne fonctionnent pas sous Windows ou Linux, qui fonctionnent que sur Mac, ou inversement. Et si jamais dans votre entreprise, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur des environnements différents, ils peuvent ne pas avoir accès à ces composants-là. Alors ça peut être des appels conditionnels dans votre application, donc que votre dépendance n'est pas tout le temps utilisée, donc votre application n'aura pas tout le temps les mêmes comportements. Ou vous pouvez aussi avoir par exemple des modules qui vont être compilés en C, qui ne pourraient pas être compilés sur tous les systèmes, et vous pouvez avoir des fallbacks en JavaScript, donc qui sont moins performants potentiellement. Si jamais vous n'arrivez pas à compiler la version en C sur une plateforme. Voilà, c'est un exemple avec des traces qui ne fonctionnent que sur Mac, par exemple. Donc là, vous ne pouvez pas l'avoir sur Mac ou Linux, donc c'est un outil de débugage assez pratique. Donc les développeurs qui utilisent en Windows ou Linux ne pourront pas l'utiliser, mais ça ne les bloquera pas pour autant pour utiliser l'application. Un autre type de dépendance, c'est les peer dependencies. Alors ça, c'est exactement comme les dépendances classiques, à une différence près, c'est qu'elles sont installées au même niveau que la dépendance qui les a appelées. Donc ça n'utilise pas l'arbre des dépendances classiques des modules NPM. Donc vous avez votre module parent qui a lui-même des dépendances qui, elles, ont des dépendances, etc. Là, ça l'installe au même niveau que celle qui avait ce peer dependencies. Et ça pose quand même des problèmes. Alors je vais vous montrer un petit exemple. Alors là j'ai un module qui est un task runner qui s'appelle Grolp. Et je vais vouloir utiliser deux plugins pour ce module. Donc un qui est Grolp SAS pour gérer le SAS et Grump JS Int pour valider mon JavaScript. Vous voyez que les deux utilisent
Gulp, donc, vu que c'est des plugins Gulp, en pair dependencies. Donc ils veulent avoir la version 1.0.0, mais pas forcément, mais ils ne gèrent pas la spécificité pareil. Par exemple, celui-ci va tolérer jusqu'à la version 1.x.x et celle-ci jusqu'à la celle-ci jusqu'à la version 1.0.x et celui-là version 1.x-x. Donc celui-ci est plus tolérant que le premier. Je vais vous montrer une petite démo. Donc j'ai mon application qui pour l'instant n'a pas de dépendance et je vais lui rajouter des dépendances. Voilà, donc là il m'a installé ma dépendance Grub SAS et aussi ma dépendance Grub. Et je peux voir que les deux sont exactement au même niveau dans mon application. Donc Grub n'est pas une dépendance directe de Grub SAS, c'est une paire dependencies, donc il est installé au même niveau. Les deux sont à la racine de mon application. Et je peux voir que Grub a la version 1.0.1, puisqu'il a pris la version la plus haute en conservant les deux, la version majeure et la version mineure. Et si j'installe mon deuxième plugin, JSTint, je l'ai installé aussi, ça fonctionne, j'ai mon Grub qui va être utilisé par mes deux plugins. Bon, là pas de problème, j'ai pas eu de problème avec les pair dependencies. Maintenant je vais faire ça autrement. Je vais installer JSTint en premier. Aucun problème. Une petite différence près, c'est que cette fois-ci, j'ai plus Grub 1.0.1, j'ai Grub 1.1.0. Et donc là, je sors du scope qui a été spécifié par mon autre plugin Grub SAS. Donc là, c'est plus une version qu'il accepte. Donc si j'essaie d'installer Grub SAS, ça me pète une erreur. Donc suivant l'ordre où vous allez installer vos dépendances, vous pouvez avoir des conflits. Ce qui est censé être un cas qui est évité avec NPM, vu que chaque dépendance a ses propres dépendances sans jamais interférer avec celle des autres. Et ça, là j'ai que 2 plugins, mais quand vous avez 5-10 plugins qui vont se marcher sur les pieds, ça peut vite devenir un gros casse-tête pour s'en sortir. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter d'utiliser les pair dependencies. Donc si vous créez des plugins, ne mettez pas le module parent dans les pair dependencies. Mettez plutôt quelque chose dans les README pour avertir qu'il faut, que c'est un plugin pour tel module et n'incluez pas le module directement. Ou alors, comme le préconise Giant, utilisez une spécificité très vague. Ici, ne soyez pas trop spécifique, sinon vous allez passer votre temps à mettre à jour votre module pour mettre à jour la dépendance. Le problème, c'est que si vous utilisez une numéro de version très vague, c'est que vous n'allez pas être 100% sûr que votre plugin va être compatible. C'est très casse-gueule, donc d'utiliser les pair dependencies, il vaut mieux gérer ça en mettant un warning dans mode README. C'est tellement casse-gueule qu'NPM va les retirer, donc ils sont en cours de dépréciation. Donc ça va commencer par des warnings, ensuite ils vont arrêter de les installer automatiquement, donc ça sera à vous de le faire à la main, et ensuite on pourra carrément plus utiliser les pair dependencies. Un autre type de dépendance, ou plutôt un paramétrage de dépendance cette fois-ci, c'est les bundled dependencies. Alors ça va vous permettre de packager les dépendances directement avec votre module. Donc plutôt qu'avoir un module avec des dépendances, vous allez pouvoir fournir un module qui a déjà des dépendances installées et sans rien changer au niveau de votre code.
Cette inclusion se fait quand vous allez publier vos modules sur le registre, que ce soit sur le registre NPM ou si vous avez un registre interne dans votre entreprise. Et donc ça vous permet potentiellement d'utiliser une dépendance que vous avez modifiée, parce qu'il y avait un bug, parce que vous avez besoin d'un comportement spécial. C'est mal, il ne faut pas le faire, mais parfois on en a besoin, malheureusement. Et plus pratique, accélérer le déploiement de vos applications. Si jamais vous avez des grosses applications avec beaucoup de dépendances, qui elles-mêmes ont beaucoup de dépendances, vous allez sûrement mettre plusieurs minutes à installer votre application. Et si vous bundlez tous les grosses dépendances de vos modules au fur et à mesure dans votre application, le déploiement de votre application va être grandement accéléré. Alors voilà comment ça se présente. Alors, vous définissez vos dépendances classiques, comme vu avant, et vous avez un tableau qui s'appelle Bundle Dependencies, dans lequel vous avez indiqué lesquelles de ces dépendances-là vous voulez inclure dans votre paquet. Si je vous montre ici, alors, j'ai une astuce là. Alors je vais installer Rulp directement dans mon application. Je vais publier mon application. Et là, si je fais un info de mon application, je peux retrouver donc, le paquet de mon application sur le registre. Si je le télécharge, et que je regarde ce qu'il y a dedans, je peux voir que j'ai les fichiers de mon application, je n'ai pas ces dépendances. Par contre, alors, si je édite mon package JSON, que je lui indique que je veux bundler une dépendance, et que je le republie. Ah, pas changer la version. Donc, je ne peux pas réécraser une version qui existe déjà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et je récupère mon paquet. Là, je peux voir que j'ai un node dans mon paquet déjà, qui contient ma dépendance. Donc, j'aurai pas besoin de retécharger la dépendance quand je récupère mon paquet. Donc ça, c'est une option qui est pas très connue et qui pourtant est vachement utile sur des grosses applications. Ça évite de passer son temps à faire, quand vous récupérez des composants, à les rebundler à chaque fois. Alors, j'ai pas parlé de Sunver, je vais faire maintenant. Alors, quand on récupère nos dépendances, on spécifie toujours quelle version on veut avoir. Pour savoir si, à quel moment la dépense est stable, instable. Il y a un système qui s'appelle Sunver, donc pour Semantic Versioning, qui donc fonctionne avec 3 paramètres. Donc, le premier, c'est le patch.
Donc c'est le numéro que vous mettez à jour quand vous faites une release de patch, juste pour fixer un bug. Le deuxième, c'est le numéro de version mineure, que vous mettez à jour seulement si vous rajoutez des nouvelles features dans votre application, sans rien casser d'autre. Et le dernier, c'est le numéro de version majeure, que vous incrémentez quand vous faites un changement cassant, donc un changement d'API qui va potentiellement mettre en danger les applications qui sont attaquées. Tout ça c'est expliqué sur le site de Semver, donc semver.org. Donc c'est une spec, donc c'est un peu indigeste. Il y a un guide lisible, c'est normal, qui se trouve sur semver4thewin.org, qui vous explique toutes les bases de Semver pour bien gérer vos dépendances et comprendre comment fonctionne Semver, y compris les cas un peu particuliers. Alors, au niveau notation Semver, vous pouvez, il y a plusieurs notations. Vous pouvez récupérer n'importe quelle version d'une dépendance, donc avec étoile, ça récupère toujours la dernière version. Vous pouvez spécifier que vous voulez une version au moins supérieure à une version donnée, supérieure ou égale à une version donnée. Ici, vous pouvez spécifier que vous voulez avoir une version qui se trouve entre la version 2 et la version 3. Donc ça ira jusqu'à 2.x.x. Mais quand la version 3 sortira, il restera sur la version 2, il ne passera pas à la version supérieure. Et en dessous celle-ci, il fait exactement la même chose, sauf qu'elle se limite à la première décimale. Vous avez donc avec le tilde, où là ça ira jusqu'à la 2.0 et avant la 2.1. Ou alors vous pouvez aussi forcer une version pour vraiment être sûr de toujours avoir le même paquet, en spécifiant directement une nouvelle version sans aucune spécification devant. Alors, typiquement, les deux premiers, c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire. Parce que ça veut dire que si vous récupérez tout ce qui est au-dessus de la version 2 ou n'importe quelle version, c'est que vous acceptez les changements cassants dans le paquet. Donc vous pouvez à tout moment casser votre application. Au pire, ça peut marcher chez vous parce que vous avez on n'est pas mis à jour vos dépendances. Et quand un de vos collègues récupère l'application et fait un npm install, il va récupérer la dernière version qui a un changement cassant. Chez lui, ça ne va pas marcher, vous allez vous prendre la tête. C'est un calvaire. Et C3.6, c'est ce qui est le plus safe à faire, donc pour ne pas avoir de problème, à condition que les paquets dont vous dépendiez gèrent correctement le Semver. Ce n'est pas le cas de tous les paquets, il y en a qui prennent des libertés avec les specs ou qui carrément disent que c'est de la merde et qu'ils ne la suivent pas. Donc là, ça dépend de votre confiance que vous avez dans les créateurs de vos dépendances. Alors je disais que celui-ci c'est le plus safe, mais c'est pas vraiment le cas. Parce que qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez forcé une version et que ce paquet-là, dans ses dépendances à lui, il a mis tout en étoile. Alors vous avez toujours récupéré la version 2, mais lui, à chaque fois, il va récupérer des versions différentes. Et là, effectivement, même sans mettre à jour votre dépendance, lui, il va récupérer des nouvelles à chaque fois, et c'est encore pire qu'avoir étoile dans votre niveau, parce que là, c'est carrément des dépendances de vos dépendances qui vont changer de comportement. Et là, c'est une prise de tête pas possible. Et là, peu importe ce que vous faites dans votre package.json, ça ne changera rien. Vous n'avez aucun moyen de forcer les dépenses de vos dépendances. Sauf si vous utilisez npm shrinkwrap, qui est une commande supplémentaire à npm, qui lui va vous faire un arbre de dépendance verrouillé. Donc qui va vous pondre un JSON avec absolument toutes les dépendances dont dépend votre application. Et là vous êtes vraiment sûr d'avoir toujours les mêmes dépendances. Je vous montre un petit exemple.
Backbone underscore comme version, underscore qui a la particularité de ne pas utiliser SEMVer, donc typiquement c'est le cas casse-gueule, et Backbone pour pallier à ça, justement. Disons c'est spécifié supérieur ou égal à une version de donnée. Donc ils prennent tout ce qui vient au-dessus. Donc c'est typiquement le cas où vous pouvez avoir des gros problèmes. Et où NPM Framework va être intéressant. Alors si je le lance. Ah oui, j'ai des trucs qui traînent. Ouais. Merci. Ça va être clean. Voilà. Bon là j'ai plus que les Backbone on est pas. Si je le fais, je serai voir. Alors faut avoir un package JSON propre quand vous le faites. Voilà. Et là, ça vous crée donc un npm framework.json à la racine de votre projet, avec vos dépendances, avec une version fixe, même si la version n'est pas fixe dans votre package JSON, et ses dépendances. Et dépendances, etc. Et là, quand vous avez committé ça avec votre projet, et la prochaine personne qui va récupérer votre projet, il fera un npm install, va récupérer les dépendances à partir de ce fichier-ci et plus à partir de votre package.json. Donc comme ça, vous êtes sûr d'avoir les mêmes dépendances, que tout le monde dans l'équipe a les mêmes dépendances, et vous n'aurez pas un collègue chez qui ça marche et l'autre chez qui ça marche plus. Ou pire, chez tous les développeurs où ça marche, et quand vous déployez en production, vous avez fait un npm install, ça installe les dépendances qui ne marchent plus. Et là, c'est très embêtant. Alors ça, c'était comment gérer les dépenses pour être sûr d'avoir les bonnes versions que vous voulez. Et autre chose que vous voudrez faire aussi, c'est les garder à jour. Pour savoir déjà si vous avez des versions de dépendances qui ne sont pas à jour. Il y a depuis récemment, il y a une version, il y a une commande npm qui s'appelle npm outdated, qui vous permet de savoir si vous avez des dépendances qui ne sont pas à jour dans votre RAM. Là, j'en ai pas. Si j'installe une vieille version de Gulp, par exemple, il va me dire qu'elle n'est pas à jour. Alors, il va m'afficher la version qui est actuellement installée, la version maximum qu'autorise qui existe, qu'autorise mon package.json, et la dernière version qui existe. Si je mets à jour Gulp, il dit que j'ai d'autres trucs que je n'ai pas installés, qui eux ne sont pas à jour. Ce sont les dépendances de Gulp qui ne sont pas à jour. Alors typiquement ça ne nous intéresse pas trop. Ça va pas. C'est pas des choses qu'on va pouvoir mettre à jour de notre côté.
Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir toutes nos dépendances directes qui sont à jour. Donc pour juste avoir la liste de vos dépendances directes qui sont à jour, vous pouvez spécifier jusqu'à quel niveau d'élaboration vous voulez descendre avec le paramètre des. Voilà, j'en ai aucun, si je peux bien. Ouais. 0 direct. Et un direct, ouais. Bon, je peux aller graduellement voir tout ce qui est tout ce qui n'est pas à jour dans mon projet. Donc ça c'est une commande à rentrer à la main, c'est pas très pratique. Et il y a aussi le cas où si vous n'avez pas, si vous mettez à jour vos dépendances, vous n'êtes pas garanti qu'ils ne vont pas casser votre code. Alors, il y a un petit module qui s'appelle Next Update, qui lui va récupérer toutes vos dépendances, les mettre à jour une à une, et entre chaque mise à jour, va lancer vos tests. Et il va vous prévenir si jamais vos tests ne passent plus entre deux mises à jour de dépendance. Alors ça c'est vachement pratique si vous avez un projet bien testé, moins si vous n'avez pas de test. Et donc ça permet d'être assez serein quand vous mettez à jour vos dépendances, même si c'est une mise à jour de version majeure. Et en parallèle, vous avez aussi des services en ligne, comme Gymnasium ou DavidDM, qui vous permettent de checker, en fait, vous allez leur donner l'accès à votre repo sur GitHub, voilà, c'est valable seulement pour les projets open source, et ils vont vous checker régulièrement si vos modules ne sont pas sont à jour ou pas. Et vous prévenir par email si vous le voulez, si jamais vous avez une dépendance qui n'est plus à jour. Donc là c'est un des projets, par exemple j'ai un WebBookie qui n'est plus à jour, il y a un petit warning. J'ai des versions de développement qui ne sont pas à jour. Alors voilà, d'un coup d'œil, vous êtes prévenu sans rien faire qui est en mettre à jour vos dépendances. Un petit plus, gérer ses dépendances c'est bien, mais se reposer sur un service externe pour les installer c'est moins bien, surtout quand ce service n'est pas très stable comme le registre NPM. Ça s'améliore un peu ces temps-ci, mais bon, c'est pas toujours le cas. Et quand vous avez une mise en production ou une équipe de développement qui est bloquée parce que le registre est down, c'est très embêtant. Donc, une des solutions les plus simples, c'est de mettre en place alors soit un cache interne ou un registre privé. Donc il y a des solutions qui existent pour pouvoir dupliquer le registre officiel sur un serveur à vous. C'est assez compliqué à mettre en place. Ça demande de la maintenance. Pour commencer, pour mettre ça en place très rapidement, il y a un module qui s'appelle Sinopia que vous installez avec un npm install tout bête et qui vous crée un registre privé et un cache local de vos modules. Vous pouvez faire des publish dessus. L'application que j'ai publiée tout à l'heure, je l'ai publiée sur celui qui tournait sur le PC là. Dès que vous allez vouloir télécharger des dépendances sur le registre officiel et qui ne sont pas cachées, il va les télécharger et puis les mettre en cache. Donc si jamais vous utilisez des dépendances en développement, vous allez télécharger une première fois. Comme le serveur va déployer votre application en production, elles seront déjà cachées, donc il ne tapera pas sur le serveur de NPM officiel. Donc ça c'est un des gros avantages. Vous êtes sûr que votre serveur de déploiement n'ira jamais taper sur quelque chose qui vous n'êtes pas vraiment sûr qu'il va marcher à ce moment-là. Vu que c'est caché en local, donc généralement dans le réseau interne de votre entreprise, les installations sont plus rapides. Donc, si vous combinez ça avec les bundle dependencies, vous avez des installations à la vitesse de l'éclair. Vous pouvez aussi, mais c'est pas conseillé, vous pouvez écraser des dépendances qui sont dans le registre NPM. Donc si quelqu'un fait quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez l'écraser. Quand quelqu'un va essayer de l'installer dans votre application, il va taper sur votre version à vous et pas sur la version officielle qui se trouve sur NPM.
Et voilà, c'est vachement rapide. Donc moi j'ai le mien qui tourne ici. Voilà, c'est le serveur qui se trouve ici. Donc si je fais un npm info de n'importe quel paquet, il va aller taper sur le registre officiel et me renvoyer les informations. La prochaine fois que j'irai récupérer les informations, il les a déjà en cache. Bonus, ça c'est encore en bêta, mais c'est avant de le finir, il vous sort un serveur web avec la liste de tous vos registres, de tous vos modules que vous avez publiés dessus, parce que vous pouvez aussi publier des modules internes dans votre entreprise. Donc n'importe qui peut aller voir les modules qui sont publiés, avoir accès au README. Quand vous faites un npm info d'un module qui existe que sur votre registre interne, c'est comme si vous faisiez un info d'un module qui soit sur le registre public. Il n'y a aucune différence, c'est totalement transparent pour vos développeurs. Ils ont juste à spécifier le registre à utiliser dans leur npm-rc. On va conseille de tester ce module. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour la présentation. Je connaissais forcément les bases, mais il y avait certains points que je ne connaissais pas, donc c'est intéressant. Par contre, il y a un point que j'étais pas sûr de bien comprendre, c'est les bundle dependency. Oui. L'idée, c'est que si je suis développeur d'un module et que je mets une bundle dependency, donc quand je la publie dans le tar.gz, j'ai la bundle dependency. Oui. Jusque-là, j'ai bon. Oui, c'est bon. Mais par contre, du coup, moi, en tant que développeur, dans mon guide, par exemple, dans mon gestionnaire de version de mon module, je vais garder moi-même, je vais inclure le dossier de ce module-là, en fait. Non, pas obligatoirement. Parce que, par exemple, dans l'exemple où on prend une lib externe qu'on modifie, même si c'est mal, l'intérêt, c'est qu'après, les modifs, on va quand même les garder. Alors, si c'est pour modifier un module tiers, oui, là, il faudra le versionner. Par contre, si c'est juste pour accélérer l'installation, il n'y a pas besoin de les mettre dans Git. Alors, du coup, ça marche comment pour accélérer, enfin, dans l'exemple pour accélérer l'installation, c'est quoi le déroulement? Alors, c'est juste spécifier la... Ah oui, d'accord, il apparaît deux fois du coup. Oui, okay, il apparaît deux fois, il apparaît dans la dépendance. Donc là, c'est toutes nos dépendances classiques. Et on dit lesquelles on veut inclure dans notre publish. Quand en local, sur la machine du dev, on fait un npm install, donc forcément les dependencies, la JSON string va être installée à la bonne version. Oui. Et ensuite, quand on fait le package, il voit qu'il est dans le bundle, donc il l'inclut. C'est ça, et il le publie sur le registre. D'accord. Du coup, le bundle, c'est seulement utile si vous avez un registre. Si vous ne publiez pas vos bundles sur un registre, si vous utilisez directement Git par exemple pour les inclure comme des dépendances, là ça ne servira à rien. Ok, d'accord, ouais, je comprends. Merci. C'était très intéressant. J'aurais une question sur Semver. Est-ce que les versions de type x.x.x-beta font partie de Semver et dans ce cas, comment c'est géré par NPM? Alors oui, c'est géré par Semver. Par contre, c'est très vague là-dessus. Il laisse beaucoup de liberté aux développeurs. Je crois que dès qu'il y a tiré quelque chose après le numéro de la version, c'est considéré comme une version de développement. Pour un tiret, après c'est flag, point, et après tu peux mettre encore un chiffre. Après on peut mettre ce qu'on veut. Et après tu peux mettre un plus encore et un H. C'est pas très bien. Et effectivement pour NPM, il n'installe pas, à moins que tu lui spécifies spécifiquement, il n'installera pas une version avec un tiret dedans. Ouais. On peut forcer l'installation d'une version si on fait un npm install @ la version qu'on veut.
Et là, il faut spécifier vraiment le time exactement. Encore des questions? Ah oui, donc on a fait le tour. Donc bah, merci beaucoup.